Un livre qu'on a publié, le Centre culturel Robert Martel, au début de l'été. On a fait ça en juin. C'est publié aux éditions Gide, en passant. Et c'était le récit de l'échouement du Franconia, dont on souligne le 75e anniversaire cette année. Alors, c'est un événement spectaculaire qui a marqué l'imaginaire, sans faire de victimes, ça, il faut quand même le préciser. Alors, ça enlevait, disons, un côté dramatique ou tragique à l'événement, mais c'est quand même quelque chose de gros et de spectaculaire qui a marqué l'imaginaire de l'époque, des gens de l'époque, tous les témoins, ceux qui étaient assez vieux pour se souvenir de cet événement-là et qui vivent encore, ont été en mesure de nous en reparler aussi. Alors, on a rassemblé tout ça. Ça a donné d'abord le livre qui est paru en juin et on a eu plusieurs activités pendant la saison d'été que vous avez d'ailleurs souligné à certains endroits, à certains moments, pendant l'été, c'était l'été dernier, enfin l'été qui se termine. Et puis là, ben voilà, pour clôturer la saison Franconia, si on peut dire, ben voilà, on donne cette conférence à l'église Sainte-Pétronée à 19h30 le 17 septembre. Et si je ne me trompe pas, on n'est peut-être pas à quelques pieds ou quelques mètres, mais c'est vraiment dans le secteur ici que le Franconia s'était échoué. Exactement. On est exactement à peu près sur le site. On ne serait pas resté sur place si on avait été là au moment où ça s'est produit, parce que le bateau aurait foncé droit sur nous, là. Et puis, on serait certainement comme les gens qui étaient effectivement sur la grève à l'époque, parce que c'était quand même un soir d'été. Sainte-Pétronée, c'est un village de villégiature, un endroit de villégiature. Les gens en vacances, les gens qui étaient en séjour. Et ils étaient, effectivement, il y avait beaucoup de gens sur les grèves. Il y en a qui se baignaient même, parce qu'il faisait très beau. Et puis, évidemment, quand le bateau a foncé comme ça, les gens se disent « Oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas. » Puis là, bien, il y a eu pas une panique, là, mais en fait, les gens ont reculé vraiment pour et ont été aussi témoins de l'accident. Alors, ça a été vraiment un grave accident qui a été dû à une erreur de pilotage au départ. Et le pilote a mal pris la courbe. Tous les bateaux, on les voit, ceux qui observent un peu le fleuve devant Québec voient toujours les navires qui arrivent ou qui partent font une grande courbe pour contourner la pointe de l'Ozon. Alors, celui-là a pris une courbe trop serrée, ou trop large plutôt, et puis avec le courant du taureau, là, qui est assez dangereux dans le secteur, et la marée qui était baissante et qui poussait sur tribord, bien, le bateau n'a pas été capable de reprendre le chenal et puis il a fait cet accident-là. Remarquez que pour un accident de pilotage par siècle, c'est pas si mal, parce qu'il y a des milliers de voyages qui sont faits par les pilotes qui sont tout à fait des professionnels. Bon, alors un accident arrive, mais celui-là, disons qu'il a marqué l'imaginaire. Et si on prend je pense que ce bateau de croisière-là est quand même dans les gros bateaux à l'époque. Est-ce que c'était parmi les gros? C'était parmi les gros. C'est pas évidemment, si on compare toujours le Titanic ou ces grands bateaux-là. Remarquez que la Cunard avait également des navires très, très gros, presque de la taille du Titanic, comme le Mauretania, le Lusitania, qui ont évidemment coulé aussi puis qui ont fait l'histoire. Mais par exemple, si on compare à un autre dont les gens ont entendu parler, l'Empress of Ireland, bien, le Franconia avait peut-être 20 mètres de plus que l'Empress of Ireland. Donc, c'était quand même une catégorie intermédiaire, si on peut dire, mais pas, quand même considérable. C'était un des fleurons de la flotte de la Cunard là, de l'époque. Et c'est combien de passagers qu'il y avait à son bord à ce moment-là? Il y avait comme quelque chose comme 850 passagers, 840 quelques, là, et plus 400 personnes de personnel de bord. Là. Alors, ça inclut évidemment les marins, mais aussi, c'était un hôtel, hein, au fond, c'est comme un hôtel flottant. Alors, il y avait des stewards, il y avait les restaurateurs, des cuisiniers, etc. Il y avait de tout. Alors, donc 400 personnes hein, pour les 800 passagers. Je pense aussi qu'il y avait l'année jubilaire qui amenait un genre de grand déplacement. Donc, les gens, si je comprends, quittaient Québec pour aller vers l'Europe oui, à ce moment-là? Disons que cette année, c'était en fait depuis, la Cunard a été fondée en 1840, alors c'est le début des traversées transatlantiques. Et puis d'année en année, évidemment, on améliorait toujours des plus gros bateaux, etc. Mais disons que les Canadiens français, les Québécois, voyageaient relativement peu. Il y a toujours eu des gens qui sont allés faire des études et tout ça qui allaient. Mais cette année-là en particulier, après la guerre, les gens avaient un peu plus de moyens, des fois avaient économisé, avaient gagné des sous pendant la guerre, alors c'est l'après-guerre. Et le pape Pie XII avait décrété l'année 1950 une année sainte. Une année sainte, c'est une année où on encourage les gens à faire les pèlerinages à Rome pour avoir des indulgences, etc. Et comme le Québec était encore très catholique à l'époque, bien, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment pris leurs économies, même les familles, on dit on va envoyer papa ou maman ou la plus jeune qui vient de finir ses études et puis tout ça. Bon, alors tout le monde se cotisait. Donc il y avait un nombre considérable de Québécois, plus que d'habitude,
possible que les années passées à bord de ces grands paquebots, pas que le Franconia, parce qu'il y en avait plusieurs départs par semaine. À l'époque, quand on voulait aller en Europe, l'avion, ça commençait à peine, l'avion civil, la traversée civile en avion. Aujourd'hui, c'est notre moyen de transport, mais à cette époque-là, là, c'était le bateau. Alors, on passait une semaine en mer et puis c'était une aventure, là, puis on s'en souvenait longtemps. Et si on revient à l'échouement, au niveau de l'évacuation, j'ai cru comprendre qu'il y a des gens de l'île d'Orléans qui ont donné un bon coup de pouce aux autorités pour être capables d'aider aux passagers à quitter le bateau. Oui, oui, absolument. Bien, le navire est resté comme ça, accroché sur les rochers avec une gîte. Bon, alors il n'était pas question de garder comme ça les gens. On s'est rendu compte très vite que ce serait impossible de simplement le haler puis le tirer de là sans problème. Alors il fallait effectivement, ça a été toute la procédure d'un naufrage. Bon, il n'y a pas eu de panique parce qu'évidemment, les gens se sont rendus compte qu'on était quand même sur du solide, mais il a fallu évacuer, vider quand même tous les passagers. Plus tard, il va falloir enlever les bagages, que les gens récupèrent leurs bagages aussi. Alors, on peut imaginer tout le tintouin. Et on a fait appel à des navires de transport, c'est-à-dire le traverse de Lévis. Hein? Alors, le Louis Joliette, qu'on connaît encore, qui fait encore des croisières sur le fleuve, bien, ce même navire, à l'époque, était un bateau passeur entre Québec et Lévis, a été appelé d'urgence pour venir chercher des gens au quai de Sainte-Pétronille. Ensuite, on a fait venir des autobus aussi, des autobus pour essayer de placer des gens. Et il y a des gens qui ont logé chez l'habitant, comme on dit, et dans les rares chambres d'hôtel qui étaient encore disponibles. On est en pleine saison touristique, au fond, hein, en juillet. Alors donc, il fallait vraiment placer un peu tout ce monde-là. Mais il y a des gens qui ont passé une nuit ou deux chez des habitants ici à l'île d'Orléans. Et en plus, comme évidemment, il y a cette affluence de gens qui débarquaient par les canaux, la marée étant baissante, très rapidement, les gens ont pu descendre avec des échelles de corde ou des choses comme ça, dont on se retrouvait à pied sec, disons, sur la grève où on se trouve aujourd'hui. Et rapidement, les gens de Sainte-Pétronille qui ont afflué eux aussi, bien, ils se sont mis à corvée. Alors, on a fait du café, on a fait des sandwichs et tout le monde pour que pendant la nuit, on distribuait des biscuits aux enfants, etc. On peut imaginer là, tout ce va-et-vient qui s'est passé un peu autour du quai et autour de la rue ici, La Flamme et Gagnon. Et finalement, tous ces gens-là, la plupart ont pu quitter par la suite quelques jours plus tard. Ouais. C'est quand le tout s'est fait? Ça s'est échelonné sur quelques jours. Vous imaginez que ça a été le branle-bas de combat pour la Cunard, alors qu'on a installé donc une espèce de bureau au Château Frontenac où tous les passagers devaient s'assurer qu'il manquait personne, qu'on avait tout notre monde, et puis à savoir où est-ce qu'ils logeaient, où est-ce qu'ils étaient pour l'instant, et après ça, bien évidemment, les replacer. Alors, il y a des gens, un peu comme aujourd'hui, quand il y a des départs d'avions qui manquent, qui sont obligés d'être annulés. Alors, des fois, on replace les gens, pas nécessairement sur la même ligne. Bon, alors, il y a des Canadiens Pacifique, il y a des compagnies d'autres compagnies maritimes qui ont pris à leur bord parce qu'il y avait de la place. Alors, on a arrêté à Québec, par exemple, l'Empress of Scotland qui partait de Montréal, lui, et qui s'en allait aussi en Angleterre et s'est arrêté à Québec pour prendre quelques dizaines ou centaines de passagers. Et on a placé. Il y en a qui sont partis vers New York, parce que là, il y avait évidemment plus de départs. On est allé à New York. Il y en a quelques-uns qui ont pris l'avion, ceux qui avaient un peu d'urgence ou qui devaient suivre un programme. Puis à l'époque, pour vous donner une idée, ça prenait 15 heures la traversée de l'Atlantique. Aujourd'hui, on fait ça en 6 heures. À l'époque, 15 heures, des petits avions qui devaient aussi faire des escales. On arrêtait à Gander, aux Açores, au Portugal, puis après ça, on se rendait à Londres ou à Paris. Alors, vous imaginez comme c'était pénible, là. Alors, on le faisait quand on était vraiment obligé de le faire. C'était pas un voyage d'agrément, disons. Et ça a été aussi tout aussi spectaculaire de voir le renflouement du bateau en tant que tel. Ça s'est fait quelques jours ensuite? Oui, le bateau est resté 4 jours accroché comme ça. On a fait des efforts pour essayer de le déprendre. On s'est rendu compte que c'était vraiment impossible, malgré qu'on l'ait délesté des bagages, ensuite de toute l'essence, le fuel qui était, puisque c'était un départ pour une semaine. Alors, on a essayé d'alléger autant que possible le bateau. Impossible, il était vraiment bien accroché, d'autant plus que la coque était déchirée, ce qui fait qu'à marée haute, les cales se remplissaient d'eau, donc alourdissant encore une fois, et ça rendait le départ du navire trop difficile. Alors, on a fait venir des remorqueurs de Sorel, d'Halifax, ceux de Québec, évidemment, le brise-glace Lady Grey qui est venu aussi au secours, et il a fallu attendre la marée du dimanche matin, qui était donc le 7, donc 4 jours après l'échouement, et là, avec des pompes d'air comprimé. On a fermé toutes les écoutilles et on a pompé de l'air comprimé dans la cale pour essayer d'évacuer l'eau au maximum, et là, évidemment,
temps, ça a permis un peu de l'alléger. Et là, évidemment, la force de tous ces remorqueurs qui tiraient ou qui poussaient, bien, ça a fini par déprendre le navire. Et comme ces machines étaient quand même tout à fait en état de marche, bien, il était capable de traverser, parce que vous savez, les chantiers maritimes sont juste en face de Sainte-Pétronille. Alors, pour se rendre à Lévis, où on attendait le bateau, on avait prévu une cale sèche. Et là, il est entré en convalescence, si on peut dire, en radoux, pour plusieurs semaines, parce qu'il a fallu attendre au mois de septembre avant qu'il soit prêt à repartir pour qu'on vraiment on refasse, puis la coque qui avait été déchirée. Et c'est à ce moment-là qu'on a extrait de la coque une énorme roche de 2,5 tonnes qui avait été encastrée dans le métal de la coque et que Davy a conservé comme un trophée pendant 75 ans. Et l'an dernier, comme il y avait besoin de l'espace, ils l'ont offert au Musée maritime de Saint-Laurent de l'île d'Orléans, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut voir la plaque, c'est-à-dire la roche avec sa plaque historique, rappelant évidemment l'événement du Franconia. Donc, tout ce que vous venez de raconter, tout très, très, très intéressant. Les gens auront le plaisir d'entendre ça sûrement dans votre conférence. En plus de tout ça, est-ce qu'il y aura d'autres éléments que les gens pourront entendre lors de la conférence? Oui, je pense que ça va valoir la peine, ceux qui sont curieux de l'événement, qui veulent en savoir plus ou même qui ont lu le livre, parce que, bon, d'abord, M. Richard Boivin de Sainte-Pétronille, qui est un des bénévoles du Centre culturel Robert Martel, bien, il a constitué un documentaire d'une quinzaine de minutes, 15-20 minutes, où on a pu aussi interviewer des gens qui sont en mesure encore de se rappeler des témoins donc, de l'accident et qui sont venus au moment où ça s'est produit, qui sont encore capables de nous en parler. Et en plus de ça, bon, on a raconté un peu l'événement comme tel et donc ça donne un portrait aussi de l'événement, puis ça va être des témoins, ça va être des archives ça, qui vont rester pour nous. Ensuite, ben, on a aussi un court film muet de 2 minutes qui montre en 1922, quand le Franconia a été lancé en Écosse, on voit le départ du navire, fait vraiment sa mise à l'eau. Il n'était pas encore terminé, la construction n'était pas finie, mais on voit ça, c'est un petit film Alors, c'est un film d'archives qu'on va présenter aussi. Et à la suite de ça, ben moi, j'ai rassemblé plusieurs photographies qui me sont arrivées parfois après la publication du livre, que je n'ai pas pu utiliser. Alors, certains vont reconnaître des photos, effectivement, qui sont parues, mais la grande majorité de ces photos-là sont tout à fait inédites. J'ai même l'équivalent d'un petit voyage à bord. Alors, des cabines, on peut voir des cabines, on peut voir beaucoup d'éléments. Alors, le décor intérieur, aussi le style, etc., à quoi ça ressemblait. C'était peut-être moins spectaculaire que les intérieurs du Titanic, mais quand même, c'était extrêmement confortable. Les gens et les compagnies vraiment mettaient le paquet, si on peut dire, pour que les gens soient heureux, fassent une belle traversée. Alors, on va voir un peu, on va goûter un peu à ce que c'était cette vie à bord des paquebots de la Cunard. On rappelle le moment, c'est le 17 septembre, donc 2025, un mercredi. Ça se passe en soirée. Ça se passe à quel endroit? À l'église Sainte-Pétronille. Alors, c'est là que ça a lieu. C'est gratuit pour les membres, mais c'est 5 $ pour les gens qui viennent de l'extérieur. Alors, c'est pas une grosse dépense. Et voilà, ils vont pouvoir profiter un peu, se rappeler un peu cet événement-là. Quand vous parlez des membres, c'est les membres du Centre culturel Robert Martel. On peut devenir membre simplement pour toute l'année parce qu'on a des activités pendant l'année, aussi d'autres conférences. Il y en a une autre qui s'en vient au mois d'octobre. Alors, avec je pense que c'est 20 $ pour l'année, quelque chose comme ça. Alors, donc, ils peuvent prendre une passe pour l'année. Et puis, sinon, bien, de façon ponctuelle, 5 $ pour une activité, je pense que c'est pas si mal. Et je pense qu'autant pour le volume, autant que pour votre conférence, vous avez eu de belles collaborations, des gens qui vous ont soutenu dans tout ça. Entre autres, le Centre culturel Robert Martel, une grande partie. Absolument. Oui, c'est le Centre culturel qui, à la base, était... Puis d'ailleurs, vous avez l'exposition des artistes dont vous avez déjà parlé le long du chemin royal, qui est toujours là jusqu'à la mi-octobre, jusqu'au 13 octobre. Alors, les gens peuvent commencer, stationner, par exemple, au quai et puis faire la petite promenade à peu près de 200-300 mètres pour faire toutes les petites vitrines avec les œuvres des artistes. Magnifique. Là, il y a vraiment une imagination et tout ça. Puis même, j'ai fait accompagner plusieurs amis qui sont venus cet été, puis ils étaient absolument ravis. Et de découvrir qu'à quel point, même dans un village de 1000 habitants, il y a autant de créativité, autant d'artistes et autant de talents. Là, bravo. Bravo à tous ces gens-là qui ont collaboré. Mais tout ça, c'est grâce au Centre culturel qui est vraiment dynamique là, cette année. Bien, on va vous souhaiter, M. Galichan, une belle conférence. Je pense que ça donne sûrement l'eau à la bouche de voir tout ce que vous avez dit. Je pense que c'est vraiment intriguant d'en savoir un peu plus sur le Franconia. Un grand merci à vous, puis on se revoit bientôt pour la suite. Certainement, avec grand plaisir.